Chers amis, chers camarades, je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. On va commencer si vous le voulez bien. Donc nous avons prévu 7 interventions en tout. Je vais faire une petite introduction, je vais essayer de ne pas être trop long. Et après je passerai la parole à un certain nombre de spécialistes qui vont vous expliquer comment on a construit les choses. Donc je voulais commencer par le début, ce qui se fait souvent dans ces cas-là. Il y a à peu près un an, on avait écrit un texte qui commençait par le combat contre la politique du gouvernement Macron-Philippe, qui représente les capitalistes et les banquiers, doit se mener à tous les niveaux. Il est évident qu'on ne peut combattre la politique anti-ouvrière de Macron au niveau national et accepter qu'elle soit relayée au niveau local, et relayée ou de la relayer. Et après, on avait décliné un certain nombre de choses sur le rapport d'orientation budgétaire de la communauté de communes, le rapport budgétaire d'orientation budgétaire de la mairie, qui tous les deux s'inscrivaient dans ce cadre-là, c'est-à-dire la baisse des dotations aux communes du gouvernement. Ce qui représente depuis quelques années une baisse sérieuse, puisqu'on est passé de 900 000 € de dotation à peine 500 000. Donc je vais simplement vous commenter, pour ne pas être trop long, la déclaration de la liste quand on l'a constituée. Notre liste est la seule qui annonce clairement la couleur. C'est en titre de toutes les affiches et les papiers que vous avez reçus. Nous n'acceptons pas, je vous le disais à l'instant, que la commune se fasse le relais de la politique d'austérité du gouvernement, qui détruit tout. La santé publique, les services publics en général, les retraites, tout le monde le sait, la sécurité sociale, le code du travail et les statuts. Ce gouvernement réduit les dotations aux communes et veut les obliger à faire des économies sur le dos des agents territoriaux et de la population et ou à augmenter les impôts locaux. Il supprime les services publics de proximité et exige des collectivités locales la prise en charge de ces suppressions. C'est l'exemple qui a été donné par la campagne que nous avons initiée contre la fermeture de la perception. Là-dessus, Luc interviendra plus longuement sur cette question. L'État, depuis des années, force le regroupement des communes en communautés de communes. Nous sommes passés d'une libre association qui existait à une époque où il y avait les CIVOP, les syndicats intercommunaux, à, depuis la loi Notré, et la loi MAPAM, qui ont été votées sous le gouvernement Hollande, à une obligation de regroupement en communauté d'agglomération, en métropole, etc. De plus en plus étendue. Et ces entités confisquent les compétences des communes pour en faire des coquilles vides et éloignent la population des services et des administrations. Progressivement, les 36 000 communes de France sont en train d'être liquidées au profit de vastes entités technocratiques qui échappent au contrôle des citoyens et qui n'ont qu'une seule préoccupation, attirer les investisseurs, c'est-à-dire les capitalistes. On en voit le brillant résultat avec la prolifération des grandes surfaces et la désertification des centres-villes. C'est l'exemple du Leclerc installé sur la route de Bordeaux qui vide le centre-ville d'une partie de ses magasins. Et on pourra même y revenir du point de vue de la dernière période avec les inondations sur la gêne que ça procure pour un certain nombre d'habitants avec l'abus de la bretelle de la voie d'accès qui est suffisamment étroite pour que les gens qui habitent plus loin soient inondés. La démocratie communale, c'est de là que vient le titre, est bafouée, mais les grandes listes, on fermer les guillemets, n'en disent pas un mot. On a vu tous une prolifération de listes apolitiques, ou ni de droite ni de gauche, qui mènent en définitive une politique de droite. La démocratie, pourtant, n'était pas le système dans lequel les citoyens ont le droit de choisir librement entre des programmes différents. Nous sommes partisans d'annoncer la couleur. On a le droit de ne pas être d'accord, mais la moindre des choses, c'est d'en débattre. À partir du moment où c'est le flou artistique dans les présentations, on peut dire et faire n'importe quoi, et surtout des promesses.
Pour notre part, nous nous proposons pour le retour à la libre administration des communes et à leur libre coopération. Une libre coopération aurait sans doute évité bien des déboires sur le projet intercommunal ou sur un projet intercommunal comme la piscine couverte à Aire et ses environs. Nous nous prononçons pour la défense des services publics de proximité, contre donc la fermeture de la trésorerie. Et là, je renvoie la parole à Luc tout à l'heure. Nous nous prononçons pour la prise en charge prioritaire des besoins des personnes les plus en difficulté, les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles monoparentales et les jeunes. Il s'agit notamment des problèmes d'habitat qu'on avait mis dans le texte. Nous avons tous été surpris en faisant du porte-à-porte au mois de décembre et plus récemment par l'état de vétusté d'un certain nombre d'habitations de l'office HLM, qui est quand même un office public à loyer modéré. Et la mairie ou la communauté de communes ont leur mot à dire dans ces questions-là. Nous nous prononçons pour le maintien j'ai loupé ma ligne, excusez-moi, de tous les services de santé, de tous les lits, de tous les emplois. Nous nous sommes prononcés en solidarité avec les syndicats de la santé qui combattent contre les plans d'économie du gouvernement Macron-Buzyn. Nous avions écrit ça au mois de janvier, il faudrait rajouter le nom du nouveau ministre de la Santé. Où là, en l'occurrence, en pleine épidémie de coronavirus, c'est pas moi qui le dis, c'est un spécialiste des urgences hier matin sur France Info, le service de santé n'est pas forcément à l'heure actuelle au point pour faire face à une épidémie, tellement il manque de personnel. Et quand le journaliste lui propose, lui dit, il va faire appel à l'armée, il dit les services de santé de l'armée sont encore en plus mauvais état que les services de santé publics. Le médecin urgentiste était pelouse. Nous nous prononçons pour réunir les conditions du retour à la semaine de 4 jours dans les écoles, à la demande de la grande majorité des parents et des enseignants. Vas-y, merci Jean, tu peux t'installer. Cette liste n'est pas exhaustive. Il ne s'agit pas d'un catalogue de promesses, c'est une orientation générale. La règle générale, les communes ont été progressivement vidées de leurs prérogatives par les gouvernements successifs qui veulent les faire disparaître. Nous vous proposons une liste composée de citoyennes et de citoyens ordinaires qui veut défendre les intérêts de la population, les travailleuses et les travailleurs du privé comme du public, en activité, en retraite ou privé d'emploi, ou les jeunes qui sont que des travailleurs ou des futurs travailleurs en formation. Voilà à peu près mon introduction sur cette question-là. Avant de passer la parole à mes camarades, avez-vous des questions que je puisse noter pour pouvoir y répondre après? Non? Donc c'est qui? C'est toi? Donc je passe la parole à Brigitte. Bonsoir à tous. Donc moi je suis professeur à Gaston Crampe et c'est dans cette qualité que je vais vous parler un petit peu de la cité scolaire. Donc cette cité devrait être un atout pour la ville d'Aire-sur-Adour puisqu'elle regroupe un collège, un lycée général et technologique, un lycée professionnel, BTS et formation continue avec le Greta. Mais cette cité scolaire est en difficulté depuis plusieurs années suite aux différentes réformes. D'abord celle de Najat Vallaud-Belkacem qui concernait le collège. Et ensuite celle de Blanquer, que je ne présente pas, tout le monde en a entendu parler. Alors ces différentes réformes, chaque année, ont conduit à la suppression de 2-3 postes par an. Des postes souvent masqués en fait par des départs à la retraite ou des mutations. Quand il y a plus de personnes physiques, c'est beaucoup plus facile de fermer des postes. Des mutations qui étaient souvent le fait de collègues qui anticipaient la suppression de leur poste et qui trouvaient donc une solution dans un autre établissement. Mais le résultat était que les postes étaient fermés.
On a perdu également une centaine d'élèves ces dernières années pour différentes raisons. On a perdu des formations également. Par exemple, en ce qui concerne la filière bois. La filière bois, c'était un des grands atouts de la cité scolaire puisqu'il n'y avait que 4 formations en France. Il ne reste plus cette année que la formation Bac Pro. Donc ont disparu CAP, BEP et évidemment on va sans doute voir disparaître le Bac Pro. Étant donné qu'il n'y a plus les formations initiales, on va nous dire qu'il n'y a plus de candidats pour cette formation. Donc on tarit la source et ensuite c'est facile de dire qu'il n'y a plus personne pour ces filières-là. Alors à tout ça, c'est ajouté ensuite Parcoursup. Donc vous avez certainement entendu parler de ce système très opaque dont personne ne comprend vraiment le fonctionnement. Pour vous donner un exemple précis, les BTS, leur orientation est suivie par les professeurs de Gaston Crampe, qui savent donc exactement combien de futurs étudiants ont demandé à être inscrits dans des BTS de Gaston Crampe. Or, à la rentrée, ces étudiants n'étaient pas nommés chez nous. Ils ont été nommés dans d'autres établissements, alors que leur premier vœu était de rester à Gaston Crampe. Et ce qui est assez incompréhensible, c'est que dans la filière demandée, il y avait des places vacantes. On avait une douzaine d'étudiants pour une vingtaine de places. Voilà, donc ces étudiants sont partis dans d'autres villes contre leur gré et pour des formations qui leur conviennent pas forcément. Donc vous voyez, on a plusieurs problèmes qui font qu'on a eu beaucoup de départs d'élèves, beaucoup de suppressions. Alors suite à cette situation assez catastrophique, des mouvements ont été initiés par les professeurs avec des grèves locales évidemment, rencontres avec l'inspection académique, rencontres aussi avec les élus locaux, Madame Lubin, sénatrice, et Monsieur Vallot, député. On est allé les rencontrer en mai donc de l'an dernier, avec plusieurs demandes. Madame Lubin s'est déclarée fort attachée à Gaston Crampe, puisqu'elle y a fait ses études. Mais bizarrement, ni l'un ni l'autre ne semblaient vraiment au courant de comment se déroulait l'éducation nationale. Enfin, surtout pour l'un, c'était assez étrange, hein, vous voyez de qui je veux parler, de ne pas connaître le fonctionnement de l'éducation nationale. Et ils ont promis d'intervenir. Notamment, on avait une demande précise qui était suite à l'annonce d'une formation dans un lycée de Mont-de-Marsan qui entrait en concurrence avec une formation de Gaston Crampe. Il n'y avait que 2 établissements qui avaient cette formation, Gaston Crampe et puis un autre dont j'ai oublié le nom, et on en ouvrait une 3e section à Mont-de-Marsan et on savait très bien qu'on allait à nouveau perdre des élèves. Parce que la situation est celle-là, c'est que maintenant les établissements sont en concurrence les uns contre les autres. Ce qui est assez lamentable dans une éducation qui est censée être nationale. Bon, donc ils n'ont rien obtenu, nos élus, si ce n'est l'annonce d'une fusion prochaine du lycée professionnel Jean d'Arcet dans les murs de Gaston Crampe. Alors on pourrait penser que c'est une bonne chose de regrouper tous les élèves, mais en fait cette formation a pour intérêt pour l'État de supprimer des postes. Il y aura plus de postes de direction, puisque c'est le chef d'établissement de Gaston Crampe qui gérera les formations professionnelles de Jean d'Arcet. Certainement moins de CPE, moins d'agents d'entretien. Économie aussi pour les bâtiments, pour l'entretien des bâtiments. Ce qui pose problème, c'est que ces élèves, qui étaient à peu près 200, étaient dans une petite structure. Ces élèves ont souvent eu un parcours difficile, des difficultés scolaires, et là ils étaient vraiment bien encadrés, voire même chouchoutés par leurs professeurs. Et là ils vont se retrouver noyés dans la cité scolaire au milieu des 1400 élèves. Donc
donc pour eux, c'est pas une bonne solution, hein, ça sera pour eux une difficulté supplémentaire. Donc là encore, c'est l'économie qui prime et non l'intérêt des élèves. Enfin, dernier point de ce petit historique sur quelques années de Gaston Camp. En février, nous avons appris la suppression de 4 postes. Donc il s'ajoute à ceux précédemment supprimés. Des suppressions qui sont directement liées à la réforme du lycée, la réforme Blanquer. Par exemple, les maths ne font pas partie du tronc commun au lycée, c'est-à-dire des matières obligatoires. C'est facultatif, donc les élèves ont évité un programme qui était très très difficile, même voire plus difficile qu'avant, et on a donc supprimé un poste de maths. Bon, il y a d'autres points évidemment, mais je vous en fais grâce. Et une grève est annoncée le vendredi 13 de ce mois, le vendredi prochain, avec tout cela, vous voyez, de revendications. Bon, je vous en fais grâce, hein. Je vous donne juste les points principaux. C'est le mépris de la direction vis-à-vis du travail, des personnels, et l'organisation catastrophique de la réforme, le manque de moyens qui en découle. Alors, bon, quel espoir on peut avoir sur cette grève qui est la énième d'une longue série, sans le soutien actif de la population et notamment des parents d'élèves. Je crains malheureusement que ce soit encore un coup d'épée dans l'eau. Alors, quelles sont les conséquences de toute cette situation pour les élèves et pour la ville d'Aire-sur-la-Dour? Avec la disparition de ces filières, la disparition de certaines options, notamment une option mathématique spécialisée, des élèves vont à nouveau partir pour des grandes villes qui offrent ces filières, qui offrent ces options, ces spécialités. Ça veut dire qu'on en arrive à un fonctionnement à 2 vitesses, un enseignement à plusieurs vitesses. Pour schématiser, des grandes villes avec des établissements qui seront bien pourvus et des établissements de seconde zone, des établissements évidemment situés dans les campagnes. Voilà, donc par cet exemple, j'espère avoir montré que les combats locaux, les problèmes locaux sont intimement liés au plan national. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette liste, parce qu'on ne peut pas se prétendre uniquement dans un combat local ou dans des propositions, dans un catalogue local. Il ne faut pas oublier donc les conséquences locales de tout ce qui vient du national. Et pour conclure, je voudrais dire un dernier mot sur la réforme des statuts, donc qui concerne à nouveau les professeurs. Cette réforme a été initiée par Madame Najat Vallaud-Belkacem et poursuivie par le gouvernement Macron. Elle a essentiellement 2 conséquences. La première, c'est de soumettre, et quand je dis soumettre, c'est pas une formule de style, soumettre le personnel à l'autorité du chef d'établissement. Le deuxième point, c'est vraiment de remettre en cause le statut même de fonctionnaire. Le statut de fonctionnaire est important parce qu'il garantit la liberté, il garantit une égalité de l'usager devant l'ensemble des métiers, que ce soit dans l'éducation, à la poste, à SNCF, etc. Voilà, donc tout cela engendre beaucoup de souffrance pour le personnel et puis surtout une situation catastrophique pour les élèves d'Aire-sur-la-Dour. Merci Brigitte. Comme dans la procession de foi que vous allez recevoir bientôt, nous avons mis non seulement maintien de la trésorerie, mais réouverture du guichet SNCF. En ce qui nous concerne, nous avons pris la bataille en marche, puisque nos camarades du Parti communiste avaient mené une campagne pour la réouverture des lignes. Donc je vais passer la parole à Éric Ferron, qui va nous expliquer tout ça dans le détail. Je remercie
de votre invitation là, pour exposer donc un projet qui sera porté par votre liste pour ces élections municipales, un projet important, un projet de service public, puisqu'il s'agit de réouvrir la ligne entre Mont-de-Marsan et Bagnères de Bigorre. C'est une ligne ferrée qui passe aussi dans votre commune, à Ayers-sur-Adour. Et c'est une mobilisation qu'a entrepris le Parti communiste dans 3 départements, le vôtre, les Landes, le Gers, dont je suis d'origine, et puis les Hautes-Pyrénées, pour l'ouverture de cette ligne. Il y a aussi la CGT, Cheminot, qui a participé aussi à différentes initiatives. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'ouvrir cette ligne au fret ferroviaire, avec l'objectif, quand même, qu'il y ait plus de camions sur le rail que sur la route. Bon, vous connaissez la situation de la circulation routière dans votre département et aussi dans votre localité. Le poids important que prend aujourd'hui le transport routier pour le transport de marchandises, qui est considérable dans notre pays. 80% du transport de marchandises est effectué dans notre pays par la route. Le fer, ça représente 9%. Il y a encore 10 ans, je suis cheminot retraité, mais quand j'étais encore en activité, il y a 10 ans, la part du ferroviaire, c'était 20%. Aujourd'hui, c'est 9%. Vous voyez un petit peu donc c'est le choix qui a été fait par les gouvernements successifs de privilégier la route plutôt que des modes alternatifs comme le ferroviaire, alors que ces mêmes gouvernements prônent la nécessité d'améliorer la situation de l'environnement, notamment combattre le réchauffement climatique, et pourtant ils ont fait le choix d'un mode de transport le plus polluant, celui qui émet le plus de carbone, qui est le transport terrestre routier. Ils pouvaient faire le choix du rail, qui est un atout dans ce domaine, pour lutter contre le réchauffement climatique, mais ce n'est pas ce choix qui a été fait. Et je pense que c'est intéressant que la liste soutenue par le Parti communiste à Ayers-sur-Adour porte ce projet qui commence à prendre racine, j'allais dire, puisque ça fait déjà plus d'un an, même plus d'un an, un an et demi, plus d'un an et demi, qu'on mène une mobilisation à travers une pétition, à travers des délibérations que certains maires confrontés par, qui sont concernés par cette ligne ont proposé pour l'ouverture de cette ligne. On peut regretter que le maire de Ayers-sur-Adour ait refusé, lui, de soumettre cette délibération au conseil municipal. Bon. Mais tout ce que... il y a eu donc ces délibérations, il y a eu cette pétition, il y a eu aussi des réunions publiques, il y a eu des mobilisations donc diverses, notamment dans les lieux publics, pour justement permettre l'ouverture de cette ligne, et puis aussi des interpellations auprès des décideurs que sont les élus régionaux et l'État. Aujourd'hui, après un an et demi de mobilisation, une chose importante qui a été annoncée récemment par les pouvoirs publics, c'est son ouverture partielle entre Mont-de-Marsan et Barcelone du Gers. La ligne sera ouverte au fret à partir de 2020, fin 2020. Donc voilà, ça montre que quand même que les mobilisations, à la fois des élus, des populations, eh bien, ça porte ses fruits. Maintenant, la bataille se poursuit pour l'ouvrir entre Barcelone du Gers et Bagnères de Bigorre. Des mobilisations importantes sont en cours. Nous avons recueilli quand même près de 3000 signatures sur
dans les localités concernées par cette ligne. Et on envisage quand même de poursuivre donc cette mobilisation en interpellant cette fois-ci le gouvernement, le ministre des Transports, pour que l'État lui aussi participe au financement et à l'ouverture de la ligne, à la fois aux fret, bien sûr dans l'immédiat, mais aussi aux voyageurs comme perspective. Parce que c'est bien notre objectif, c'est que cette ligne soit aussi ouverte aussi au trafic voyageur. Voilà, donc je pense que c'est intéressant, cette bataille qui est reprise dans le projet de la liste soutenue par le Parti communiste à Aire-sur-Adour. Je pense que c'est important, ça montre que, à l'appui de la lutte, le poids et l'importance que les élus peuvent apporter pour permettre de répondre à un certain nombre de besoins, et notamment, il s'agit aussi de développer un service public. Vous avez, pour ceux qui s'intéressent à cette question, hein, vous avez la possibilité de signer cette pétition, je la laisserai à l'entrée de la salle, vous aurez la possibilité aussi de pouvoir signer cette pétition qui sera déposée, comme je l'ai dit, au pouvoir public, au gouvernement, avant l'été, hein, certainement d'ici fin juin. Et je pense que quand même, ce qu'on peut noter quand même, et on peut regretter que ce soit que seule la liste, notre liste, hein, enfin la liste soutenue par le Parti communiste qui porte ce projet, est un peu regrettable que les trois autres listes ne soient pas trop penchées sur ce projet qui quand même concerne quand même les préoccupations de la population d'Aire. Voilà, je suis bien sûr à disposition pour toute question éventuelle. Merci. Merci Eric. Je passe le micro à Florence. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Florence Giraudet. Je vais faire une intervention sur mon travail. Je travaille en EHPAD. J'ai vu M. Gabé qui était présent dans l'Assemblée. Je ne vais pas dire des choses contre M. Gabé, mais je vais raconter les faits. Donc, depuis un certain temps, et de plus en plus, nous manquons de moyens pour travailler dans de bonnes conditions en maison de retraite ou EHPAD. Alors, EHPAD, je vais vous dire ce que ça veut dire. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et ici, à Aire, cet EHPAD reçoit à peu près 115 résidents, dont 22 résidents en unité Alzheimer. L'objectif est de prendre en charge la personne âgée en respectant ses habitudes de vie et ses troubles du comportement et cognitifs et médicaux. Nous sommes, dans cet EHPAD à Aire, une grande équipe de professionnels pluridisciplinaires. Tout le quota est respecté, avec que des femmes en général, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, des infirmières. En cuisine, hôtellerie, il y a 2 hommes, une psychologue, une psychomotricienne, une ergothérapeute, une qualiticienne du travail. Je précise aussi que les équipes de soins et hôtellerie travaillent en horaire décalé et un week-end sur 2. Bien sûr, le quota de personnel n'est pas bon encore. Résultat, les aides-soignants partent épuisés et arrêtent leur contrat de contractuel. Les IDE, infirmières, aussi nous quittent. Alors, petit point explicatif, ce que ça veut dire contractuel, ça veut dire que quelqu'un n'est pas titulaire d'un poste, donc il n'y a pas d'avancement, et nous devenons fonctionnaires après avoir passé un concours, et vous devenez, après agent stagiaire pendant 1 an, à l'issue de cet essai, entre parenthèses, si vous faites l'affaire sans faute, vous devenez fonctionnaire, et vous avez un déroulement de carrière. Voilà. Mais, malheureusement, il manque ces aides-soignantes qui préfèrent, au jour d'aujourd'hui, être intérimaires, car elles touchent plus de salaire et ne s'investissent pas pour autant. Alors, depuis quelque temps, il a fallu se battre contre vents et marées pour trouver des solutions, car le gouvernement ne se prononce pas positivement sur la réalité du travail en EHPAD,
comme les hôpitaux et les urgences. Et la mairie et la communauté de communes ne cherchent pas dans le bon sens pour améliorer ce manque de personnel. Du matériel technique, oui, il y en a. Mais les moyens humains manquent encore et l'usure s'installe. Nous avons trouvé une solution avec les équipes concernées et le comité technique représenté par des délégués du personnel, des élus et le président de la communauté de communes. Ceci a été expérimenté depuis août 2019. Les aides-soignantes maintenant travaillent sur 11 heures par jour, enfin avec une heure de coupure. Les auxiliaires de vie sur 7h22 par jour. L'hôtellerie aussi 11 heures par jour, enfin 10 heures de travail effectif. Les infirmières 10 heures par jour. Mais nous manquons toujours de personnel qui peuvent nous remplacer pendant un arrêt ou en vacances. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'équipe de poule remplaçante. Donc ce sont des intérimaires qui remplacent le personnel manquant et le budget explose. Que faire? Fermer l'établissement? Fermer les lits? Ceci a été fait pendant quelques mois. On a fermé des lits. Car 6 aides-soignantes à peu près sont parties petit à petit, ainsi que des infirmières, avec du mal pour recruter. Car c'est un métier qui n'attire plus tellement, trop d'épuisement et mal payé. Je pense que le futur maire a la possibilité de trouver des compromis pour à nouveau trouver du personnel content de venir travailler en EHPAD. Parce que aussi j'ai lu des comptes rendus dans des communiqués de chefs d'établissement, trouver des solutions avec ces élus, comme par exemple titulariser plus rapidement ou aider des gens à passer un diplôme plus facilement en étant accompagnés par du personnel compétent. Conclusion, la situation est alarmante. Donc il faut trouver des moyens pour aider le personnel à mieux travailler auprès des personnes âgées dépendantes et aussi mieux revaloriser la profession. Merci. Merci Florence. Donc, comme il est de bon ton dans ces réunions de parler d'écologie, j'ai regardé les différentes prospectus de les autres listes. Moi, pour ma part, ma position, il ne peut pas y avoir de lutte pour l'écologie s'il n'y a pas de lutte contre le système d'exploitation capitaliste. Enfin, c'est ma position. Bon, on est quelques-uns à partager cette position ici, et j'ai demandé à Jean de nous faire un petit topo qui va dans ce sens. Je vous le présente pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Jean Salomé. Merci. Je ne sais pas si je vais parler au micro. Vous m'entendez? Non, pas du tout. Bon, alors je parle au micro, parce que j'entendais pas très bien. Alors mon propos, c'est voilà, sur l'invitation de Daniel. Parmi l'écologie, j'ai marqué écologie et capitalisme. Alors les sources, parce que moi je suis pas tellement qualifié pour parler d'écologie, donc j'ai été aux sources et j'ai retrouvé un bon chapitre. Vous entendez pas? Ah oui. Donc j'ai trouvé les premières sources dans ma vieille encyclopédie universaliste de 1970. Et puis j'ai trouvé aussi un manifeste. Là, je vous fais partager un peu la lecture, le discours du chef Silton, ouais, en 1855. Ça va vous rafraîchir les mémoires sur tous vos ancêtres, et puis que la situation aujourd'hui n'a pas beaucoup évolué. Et puis j'avais un autre bouquin qui vient de sortir, mais là je ne vous le dirai pas. C'est le dernier papier qui parle beaucoup des catastrophismes et tout ça actuellement. Si vous êtes tombé là-dessus, allez-y parce que c'est quand même assez élogieux. Bon, l'écologie, alors, définition quand même. Hein. Donc ça vient du grec oikos et de logos. Oikos ça veut dire demeure et logos c'est science. Donc c'est une science qui étudie les rapports entre les organismes et le milieu où ils vivent. Pour l'approcher, il faut à la fois aborder les organismes et le milieu qui permet leur vie et leur survie.
Dans l'organisme, on va faire un peu de biologie. Il faut distinguer la cellule, l'ensemble des cellules, les tissus, les organes, les animaux et les végétaux, les organismes qui vivent en collectivité, les colonies, les abeilles, les termites, les fourmis. On va bientôt arriver à la population humaine. Les individus qui sont en commun la génétique, qui ont aussi des communautés de pensée, le milieu physique aussi, qui définit le biotope, et puis les écosystèmes, la démographie et la biosphère. Enfin, tout cela concerne l'écologie, qui est donc très très vaste. Elle étudie les problèmes en rapport avec le milieu, les réactions de l'organisme en rapport avec son milieu, y compris le phénomène de comportement, c'est ce qu'on appelle l'éthologie. Et puis on va arriver aussi à l'étude les climats, la température, l'humidité, les climats et ses variations, la lumière, les radiations, les gaz à effet de serre et autres, l'eau, le sol, les milieux aussi qui sont en rapport avec plus ou moins des concurrents, des parasites, des commensaux, ceux qui vivent ensemble en association partagée, et ceux qui évidemment partagent la même nourriture et qui se battent. Donc un ensemble complexe d'influences réciproques qui existent entre tous les êtres vivants. Donc l'écologie, c'est la biologie de la nature, et très vite, ça a intéressé l'agriculture, puisque il y avait, avec la population qui augmentait, des besoins alimentaires qui se faisaient plus pressants, des besoins aussi sociaux, et puis des appétits financiers derrière qui sont toujours là, malgré tout. Les pays qui se sont un peu plus axés là-dessus, c'est la Grande-Bretagne, entre les deux guerres, les USA et l'URSS. La France, elle y a quand même pensé, avec Michel Debré en 1950, ou 1948-49, et qui a dit à ce moment-là que les agriculteurs travaillaient bien, mais que ce n'était pas assez rentable pour eux, qu'il fallait qu'ils déploient des ressources beaucoup plus intéressantes, qui passent vers une agriculture industrielle, et que la chimie était là pour les nourrir et pour qu'ils puissent augmenter le revenu de l'État. Voilà. Donc, l'écologie concerne indirectement la concurrence aussi, la mutualisation. Il y a des plantes qui sont amies entre eux, des plantes qui sont au contraire ennemies. Il y a aussi la concurrence, elle n'existe pas entre deux plantes qui n'ont pas le même écosystème. Par contre, la concurrence existe sur le même terrain nourricier, là, effectivement, et donc ça c'est la loi du plus fort qui gagne. L'écologie est aussi incontournable et concerne beaucoup de disciplines dans notre vie. Donc l'écologie humaine est concernée par la santé évidemment, la sociologie, la physiologie de l'individu, la démographie en fonction des ressources naturelles, la lutte contre les nuisibles, la pollution avec les pesticides, la conservation et l'aménagement du territoire. C'est très 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 vaste. Pour illustrer l'influence du capital et une certaine ordonnance des questions des ressources et des hommes, j'ai trouvé plusieurs textes. Donc, un texte avant-gardiste et d'autres alarmistes. Je vous passe les textes alarmistes, vous pouvez les trouver dans la littérature, mais celui-là, il n'est pas facile à trouver. C'est donc le manifeste le discours du chef Seattle à son correspondant et qui s'adresse au grand chef blanc à Washington en 1855. Il est mort en 1860. Alors, on fait un petit peu de littérature là quand même, puis ça aura peut-être des échos chez vous, parce qu'en fait, ça n'a pas beaucoup changé. Le ciel au-dessus de nos têtes qui a pleuré des larmes de compassion sur mon peuple pendant des siècles et des siècles, qui nous paraît immuable et éternel et soumis au changement. Aujourd'hui, il est clair. Demain, il sera peut-être couvert de nuages. Le chef blanc dit que le grand chef de Washington vous envoie ses salutations, mais il veut aussi acheter nos terres. Mais qu'il désire
nous en laisser assez pour que nous puissions vivre confortablement. Cette offre semble généreuse, juste, car l'homme rouge est désormais privé de droits dont il pourrait exiger le respect. Nous n'avons pas besoin, vu notre nombre, d'un pays étendu. Je ne me lamenterai pas sur notre extinction prématurée. Je ne reprocherai pas au visage pâle de la hâter, car nous sommes sans doute, nous aussi, à blâmer. La jeunesse est impulsive, comme ceux-ci sont emportés par la colère à cause d'une injustice réelle ou imaginaire. Ils s'enduisent de noir comme leur cœur et deviennent souvent cruels et impitoyables. Les plus âgés ne peuvent les retenir. Il en était ainsi quand les Blancs ont commencé à chasser nos ancêtres en direction de l'Ouest. Cessons les hostilités, nous avons tous à y perdre. La vengeance, juste pour les jeunes, ne l'est pas pour les vieillards et les mères des fils qui se font supprimer. Notre bon père de Washington nous fait des promesses, mais son Dieu n'est pas le nôtre. Votre Dieu protège l'homme blanc, car ils sont nombreux, mais il a abandonné l'homme rouge. Bientôt votre peuple s'étendra sur toutes ces terres. Votre Dieu ne doit pas nous aimer, sinon il nous protégerait. Nous sommes deux races distinctes, avec des origines différentes et des destins divergents. Il y a peu de choses en commun entre nos deux peuples. Après, c'est une allusion aux ancêtres avec le respect des ancêtres. C'est important, ça. Pour nous, les cendres de nos ancêtres sont sacrés. Et l'emplacement où elles reposent est une terre sainte. Vos morts cessent de vous aimer ainsi que la terre qui les a vus naître, dès qu'ils franchissent les murs de la tombe et se perdent dans l'oubli. Les nôtres n'oublient jamais le monde merveilleux qui leur a donné la vie. Ils continuent d'aimer les vallées verdoyantes, les magnifiques montagnes, les vallons encaissés, les lacs, les rives boisées. Un peu plus loin. Pourquoi m'attrister sur notre disparition? Une tribu en chasse une autre. C'est la nature et la vie. La vie, je l'ai rajouté parce que c'est vrai, il faut mourir un jour quand même. Le temps de votre chute est peut-être encore lointain, mais il viendra sûrement. Et il accepte les conditions du chef à condition qu'il respecte la terre de ses ancêtres, donc de ses morts. Nos morts sont des revenants dans ces terres qui deviennent vôtres. Ils ne sont pas dénués de pouvoir. Les morts, ai-je dit, il n'y a pas de mort, seulement un changement de monde. Ça a fait réfléchir quand même, je trouve. On voit là-dedans, bon, j'ai fait un petit résumé, mais on voit donc l'humilité de l'homme rouge, le respect de sa terre, de la nature, de ses ancêtres, y compris de l'homme blanc, dominateur. Il respecte l'homme blanc, hein. Mais ils ne sont pas sur le même registre. Il dénonce les atrocités de la guerre qui ne mènent à rien au nom de l'exercice du pouvoir et de l'argent. Il annonce la privation des droits imposés aux minorités au nom d'un système expansionniste. Qu'en est-il aujourd'hui en 2020? J'ai même pas besoin de rien dire parce que finalement rien n'a changé. C'est quand même impressionnant. Après 3 guerres mondiales, plusieurs génocides, plusieurs catastrophes économiques, au nom de la loi du plus fort et du rendement maximum, au profit d'une minorité, ce sont les mêmes mobiles mus par une minorité qu'on ne connaît pas, qui est au nom de l'argent et de l'exercice du pouvoir, et ont le droit de vie et de mort sur la plupart des individus sur Terre. Les catastrophes s'enchaînent avec le réchauffement de la planète, incompatible avec la vie de certaines espèces, quand ce sera bientôt la nôtre. Les glaciers fondent, les terres brûlent et deviennent désertiques, pollution chimique, bactériologique, atomique. Que
prévenir des inondations, des tornades, des déforestations massives, pour un gain provisoire et une perte insoupçonnée, paupérisation massive des habitants sur la planète, isolationnisme, individualisme, radicalisation, migration massive par instinct de survie, la planète est explosive. Mais ces gens-là continuent à nous faire croire à leur lune. Il serait temps, s'il n'est pas trop tard, ah bon alors là c'est une élucubration personnelle, hein, de s'informer, de communiquer, de s'aider, de s'entraider, de se solidariser, de se mutualiser, de se prendre en charge dans la proximité, de produire ce dont on a besoin, pas plus, exemple, pas jeter les produits manufacturés neufs, ne pas cracher sur les savoir-faire de nos ancêtres, de récupérer des produits pour mieux les transformer et certainement de renoncer à des produits rares, trop chers, si on les payait au juste prix. C'est un autre monde à l'échelle de l'individu, d'une famille, d'une société, d'une nation, d'un habitant sur la Terre dans le respect de son voisin. Voilà. Merci Jean. La parole à Hélène. Bonsoir à tous. Donc, Hélène Lefils, actuellement sans emploi, mais à presque 60 ans, dans 2 mois, j'ai aucun espoir de retrouver un. Voilà. Alors, juste une petite chose sur ce que vient de dire Jean, parce que ce chef indien, là, il a dit quelque chose que beaucoup ont entendu dire, et je me permets de le citer. Il a dit, quand l'homme blanc aura tué le dernier cerf, quand il aura coupé le dernier arbre et mangé le dernier poisson, alors il s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Voilà. Donc ma petite intervention à moi est à propos de la grande arnaque au bénéfice des femmes. Alors, je vais commencer, mon introduction, bon, je ne serai pas très longue, mon introduction, je vais par contre la commencer assez forte sur, pardon, excusez-moi, oui, sur la plus grande démonstration du mépris de cette société de plus en plus patriarcale à nouveau, contre les violences faites aux femmes, Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais dans cette démonstration d'état de justice de notre pays, pays des droits de l'homme, on n'a pas précisé le reste, puisque l'année dernière, nous avons comptabilisé pas moins de 149 décès de femmes sous les coups de leurs conjoints. Or, quand ces bourreaux, qui s'exécutent bien souvent sous le regard de leurs propres enfants, sont jugés à des peines de prison allant de 15 à 20 ans, 22 ans, eh bien sachez-le, ces hommes conservent l'autorité parentale de leurs enfants, témoins de leur assassinat. Voilà, ça c'est le respect que l'on fait, que notre société, notre pays des droits de l'homme, attribue aux femmes en matière de justice. Alors bien sûr, je vais parler du reste, j'en aurais fini avec ce sujet. Alors je vais parler maintenant de la précarité des femmes. On nous parle d'une retraite à point où ils seront terriblement bénéficiaires sans en connaître encore le montant du point, déjà rien que ça. Tout le monde m'entend? Non. Oui, mais alors je sais que la salle résonne et après... Bon, d'accord, je vais essayer d'être à bonne distance. Il n'y a pas de coronavirus sur le micro. D'accord. Donc, j'étais donc sur la retraite à point et les grandes avancées, nos grands avantages, n'est-ce pas, qui nous attendent très prochainement.
Alors, cette retraite à points, qui en principe devrait être, enfin, nous promet d'être indexée sur le montant des salaires et sur la durée de la carrière. Alors c'est très simple. Déjà à l'embauche, on nous fait remplir des CV, situation familiale, âge X, nombre d'enfants X. Bon, alors là, il faut quand même nous laisser de la disponibilité, prévoir que peut-être on sera absente pour les amener à l'école ou les amener chez le médecin quand ils seront malades. Donc forcément, ben, on passe en deuxième plan. Ensuite, la jeune femme, là, elle va trop, elle est jeune, mais oui, mais elle n'a pas d'enfant. Donc forcément, elle va tomber enceinte, elle ne sera pas productive pendant ce temps. Voilà, voilà. Ça fait des carrières, tout ça, qui sont déjà considérablement réduites. À ça, on ajoute la majorité des emplois des femmes, enfin pour les fois où on nous en attribue encore, à des emplois qui sont... alors, je prends plusieurs exemples. Exemple, pour donner de la disponibilité aux femmes, justement, pour qu'elles puissent avoir du temps pour leurs enfants, on leur propose des emplois à temps partiel. Alors la vérité des emplois à temps partiel, quand on regarde les grandes surfaces, en fait c'est surtout pour apporter de la flexibilité à ces entreprises qui leur permettent d'avoir tout le temps des gens à portée de main et surtout en fonction des besoins de l'entreprise du moment. Donc, qui dit temps partiel sur une base du SMIC, dit forcément, voilà, si on doit être indexé au niveau de la retraite sur ce genre de salaire, plus le temps que nous passons davantage à chercher des emplois, puisque notre condition féminine est encore largement... enfin, ça porte un nom. Hein. Tout le monde a compris, je n'ai pas besoin de le citer, je pense. Voilà. Alors, pour revenir à du local, j'ai cherché entre autres à avoir quelques exemples. J'en ai eu un à propos de la clinique. Pourquoi j'ai choisi la clinique? Parce que je pense que la clinique fait partie, c'est l'un des deux plus gros employeurs de la ville. Alors la clinique, je connais une personne qui a fait 20 ans. Elle est dans la salle d'ailleurs, elle a travaillé 20 ans à la clinique, en cuisine. Cette femme a connu 3 changements de fournisseurs à la clinique ici à Aire. Résultat des courses. On a un contrat de travail. Au bout de 5 ans, on change de fournisseur. Donc automatiquement, pas d'ancienneté puisqu'on repart à zéro avec un autre fournisseur, avec un autre employeur. Au terme de ces 20 ans, alors 5 fois quand même, au terme de ces 20 ans, la personne est tombée malade et elle s'est retrouvée. Alors, entre-temps, parce qu'effectivement dans une cuisine, il y a un cuisinier, et ici à Aire, enfin en ce qui concerne la clinique, c'est la clinique qui, c'est un service de cuisine qui fait vraiment la cuisine ici à la clinique. Alors bon, ça c'est plutôt bien, sauf que automatiquement ça implique un chef cuisinier. Lui, cet homme, il est comme tout le monde de temps en temps, il a besoin de congé. Partir en congé, eh bien c'est la personne dont je viens de vous parler, présente dans la salle, je répète, qui faisait office de remplaçante au cuisinier. Oui, mais sans en avoir ni la qualification sur la feuille de salaire, ni le salaire correspondant. Donc en plus de son travail, elle se retrouvait à s'occuper aussi de l'économat sans la moindre reconnaissance. Et on parle de parité.
pardon, excusez-moi, et légiférer pour les élections. Ah oui, bien. Avec ça, au bout d'un... Donc, alors, elle a quand même revendiqué, il lui est quand même arrivé d'arriver à négocier plus ou moins les congés, enfin les remplacements du cuisinier. Et quand elle y est parvenue, ça lui a permis d'avoir une petite prime, une petite prime, 800 €, hein, franchement, qui devait être soi-disant en prime, sauf que dans la colonne déclaration nette à déclarer, alors elle a tout gagné, hein. Elle a gagné 800 balles de temps en temps, effectivement. Sauf que elle s'est retrouvée avec une imposition qu'elle n'avait pas au départ, plus, enfin plutôt moins, une réduction sur ses APL. Résultat des courses, l'argent qu'elle a cru pouvoir gagner sur le fait des salaires, il est reparti. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple. J'en ai un autre. J'en ai un autre à propos des emplois saisonniers. Les femmes sont aussi beaucoup dans les emplois saisonniers. Donc, à nouveau, ce sont encore des salaires où il n'y a aucun moyen d'évolution de carrière. Bon, là, oui, maintenant, je vais faire Merci. Bon, voilà, je me suis un peu perdue dans les notes, donc je vais conclure. Hein, c'est pas grave. Alors, je vais conclure, par contre. Parce que ma conclusion, elle, par contre, j'ai décidé de ne pas l'improviser, elle. Donc, en conclusion, je pense qu'il en est... Alors, c'est mon point de vue à moi. Je pense... non. Les vendeuses. Ah oui, les vendeuses avec leur emploi précaire. Non, ça, je l'ai fait. Je l'ai dit, pardon. Je l'ai dit. Donc, en conclusion, il est temps... Alors, en conclusion, oui, pardon. Il est temps d'en finir avec la politique de Macron. Avec la politique de Macron, des institutions de la Ve République. Et avec le capital qui assujettit, et avec son capital qui assujettit les peuples, bafoue les dignités des femmes, des enfants, provoque d'énormes disparités et pour finir, qui pollue la planète au plus grand mépris des générations futures. Par conséquent, mesdames, je m'adresse à vous, puisque nous représentons quand même 50% de l'électorat. Merci Hélène. Non mais excusez-nous, on n'est pas des politiciens professionnels, on s'entraîne. Le dernier intervenant sera Luc. Tout le monde m'entend là? Bon, parce que moi j'ai besoin de tout un tas de paperasse, parce que comme je vieillis, je perds la mémoire, donc il vaut mieux que j'écrive. Alors, je remercie l'Assemblée de m'avoir invité, puisque je ne suis pas à Turin, donc je ne suis évidemment pas sur la liste, et je ne voterai malheureusement pas pour cette liste, ce qui m'ennuie d'ailleurs, parce que je ne sais pas vraiment ce que je vais faire dans ma commune, parce que dans ma commune, les listes qui annoncent la couleur, il n'y en a pas du tout. Bon, enfin, je verrai. Donc j'interviens au sujet de la fermeture de la trésorerie d'Air-sur-Adour, puisque je suis non pas spécialiste, comme Daniel a dit tout à l'heure, mais je suis un retraité des finances publiques. Je suis également syndicaliste dans les finances publiques. Et donc à ce titre, j'ai été amené à intervenir à de nombreuses reprises auprès des directions locales contre les mesures qui sont prises maintenant depuis de nombreuses années
contre le service public fiscal et foncier, et contre les multiples suppressions de postes qui se sont échelonnées au cours de toutes ces années. Pour vous donner une idée, en l'espace de 15 ans, c'est 30 000 suppressions de postes dans l'administration des finances publiques, avec évidemment une aggravation considérable des conditions de travail. Il y a même des cas de burn-out dans l'administration fiscale, ce qui, quand j'ai commencé ma carrière, moi j'avais jamais vu ça. Et pourtant, avec du papier, il y en avait. Hein. Mais là aujourd'hui, il paraît qu'il y a l'informatique et que ça arrange tout. En fait, manifestement, ça devrait tout arranger, ça n'arrange rien pour des raisons que je vais essayer d'expliciter. Alors effectivement, il y a la fermeture de la trésorerie d'Air-sur-Adour qui est prévue, contrairement d'ailleurs à ce que d'aucuns ont dit à un moment donné. Elle est donc confirmée. Contrairement à ce que disait mon camarade Cheminot tout à l'heure, là il y a une délibération municipale, sauf que ce n'était pas la délibération de la commune d'Air-sur-Adour, c'était une délibération municipale de Barcelone-du-Gers. Ça ne concernait pas la trésorerie d'Air-sur-Adour, puisque Barcelone-du-Gers n'est pas rattachée à la trésorerie d'Air-sur-Adour, ça concernait la trésorerie de Plaisance. Mais la délibération municipale de Barcelone-du-Gers, qui, je m'empresse de le dire, n'a pas été faite en relation avec l'action des syndicats des finances publiques, hein, ni dans le Gers ni dans les Landes, mais qui est parfaitement correcte. C'est-à-dire qu'elle prenait position très clairement pour le maintien de services publics de proximité, pour le maintien de services publics de plein exercice, c'est-à-dire avec des fonctionnaires assermentés, qualifiés et protégés par le statut de la fonction publique. Brigitte en a touché un mot tout à l'heure, ce que ça signifie la remise en cause du statut de la fonction publique. J'en reviendrai peut-être tout à l'heure pour dire les dangers que de confier des services qui de fait seraient plus publics, notamment le service de la comptabilité ou de l'aide à la comptabilité des communes, à des gens qui ne sont pas fonctionnaires et qui sont donc évidemment vulnérables à toute une série de pressions. Et quand il s'agit du pognon, vous vous doutez bien que des pressions, il y en a. Alors, je voudrais commencer par dire que, certes, c'est une question locale, parce qu'évidemment, on n'a plus nulle part où aller. Hein. Maintenant, on est devant les problèmes de la fiscalité, qui sont quand même pas simples, qui sont tellement peu simples d'ailleurs qu'à un moment donné, même dans les services, on a du mal à s'y retrouver. Alors c'est pour dire. Et on se retrouve tout seul, devant son ordinateur, qui marche ou qui ne marche pas d'ailleurs, avec son téléphone, qui répond ou qui ne répond pas. La plupart du temps d'ailleurs, il ne répond pas, parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour répondre. Et par conséquent, il faut se déplacer. Alors évidemment, c'est quand même plus pratique d'avoir un service de proximité où on peut avoir un agent qualifié, ou en tout cas qui peut répondre aux questions, ou en tout cas qui peut transmettre à l'agent qui s'occupe du dossier, même s'il se trouve à Mont-de-Marsan. Ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, puisque moi je travaillais au cadastre à Mont-de-Marsan, que les agents des perceptions, des trésoreries m'appellent, parce qu'ils étaient saisis d'un problème sur la taxe foncière ou je ne sais pas quoi, et qui m'appelait directement et qui me passait le contribuable, ce qui fait que je pouvais m'occuper de son dossier, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas dans des délais raisonnables. Et en tout cas, le contribuable qui sortait de la perception savait que son problème était pris en charge et allait être réglé. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Hein. Ça fait quelques années que je suis parti à la retraite, et je dois dire que par rapport à la situation que j'ai connue, qui était déjà difficile, parce qu'il m'arrivait malheureusement de ne pas pouvoir répondre assez vite au téléphone, la situation aujourd'hui a complètement changé. C'est-à-dire que maintenant, il y a des plateformes téléphoniques, tapez 1, tapez 2, tapez 3, machin, vous connaissez le truc, hein, vous y passez une demi-heure, et puis au bout d'une demi-heure, quand vous n'avez toujours rien, et bien vous avez les boules, donc vous raccrochez, et puis le problème n'est pas réglé. Ou alors vous allez sur votre ordinateur, et quand vous avez la chance qu'il n'y ait pas de buzz, et bien vous vous perdez dans les indications qui sont quand même pas d'une clarté éblouissante, et donc vous vous retrouvez gros gens comme devant, c'est-à-dire pareil qu'au téléphone, donc il faut vous déplacer. Et si on ferme les services de proximité, ça voudra dire que vous serez obligé de vous déplacer à Mont-de-Marsan. Et ça répond à une stratégie, parce que c'est pas la trésorerie d'Air-sur-Adour, on n'en veut pas particulièrement à la trésorerie d'Air-sur-Adour. C'est toutes les trésoreries de proximité qui ferment. Toutes.
à l'horizon 2022, dans les Landes, et encore, si ça ne change pas entre-temps, il restera en tout et pour tout 4 implantations des finances publiques dans tout le département. 4. Je ne sais pas combien il y en avait, je crois, plus de 30. Il me semble que c'était 38, mais je ne suis pas sûr, parce que je ne l'ai pas noté, donc évidemment j'ai oublié. Mais on passe de 38 à 4. Alors les 4, c'est quoi? C'est pas compliqué, c'est les endroits où il y a de l'activité. Donc, le bassin de Biscarrosse, Mont-de-Marsan quand même, c'est la préfecture, Dax et le sud des Landes. C'est-à-dire autour de Tyros, Souston, c'est-à-dire là où il y a de l'activité, c'est-à-dire en gros du tourisme. Hein, parce que bientôt l'activité dans les Landes, ça va se résumer à ça. Donc ça fait partie d'une stratégie globale qui ne concerne pas que la Direction Générale des Finances Publiques. Comme l'a indiqué mon camarade tout à l'heure, comme l'a indiqué Brigitte tout à l'heure, ça concerne tous les services publics. Et même ça va au-delà des services publics. Parce qu'on le voit bien avec ce qui se passe sur les retraites. Avec ce qui se passe, il y a eu la loi travail, il y a eu la loi, les ordonnances Macron, etc. Il faut tout liquider. Tout. L'école publique, les conventions collectives, les statuts. Tous les statuts, on ne parle pas seulement du statut des fonctionnaires. Le camarade cheminot, ils ont un statut. Enfin, ceux qui rentrent maintenant, ils n'ont plus de statut. Hein. Depuis le 1er janvier, hein. Ça y est, société anonyme. Et chez nous, on va faire comme en France Télécom. C'est-à-dire, on va pousser les gens dehors. Parce que maintenant, la rupture conventionnelle est maintenant en route dans la fonction publique. Pas seulement dans la fonction publique hospitalière, mais partout, y compris dans la fonction publique d'État. Et d'ailleurs, les camarades hospitaliers m'ont dit le désastre que ça allait être, parce que les pressions sont tellement importantes. Pensez notamment au personnel hospitalier, c'est le cas déjà dans la territoriale. On va proposer des ruptures conventionnelles. Moi, je sais un peu comment ça se passe dans le privé, je suis délégué syndical, et puis en plus, je suis directement touché, parce qu'on a proposé à mon fils une rupture conventionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas le licencier pour motif économique, alors que c'est un niveau de licenciement pour motif économique, parce qu'ils veulent économiser du pognon. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et ça, c'est une stratégie globale. De toute façon, il y a un patron qui l'avait dit, je ne sais plus en quelle année, parce que je ne l'ai pas noté, donc j'ai oublié. C'était BBA, patron de la compagnie AXA. Il a dit, il faut en finir avec les acquis de 36 et de 45. Il avait dit, clairement. Donc ça veut dire, il faut liquider les conventions collectives, il faut liquider les statuts, il faut liquider les libertés syndicales, et peut-être qu'on va arriver maintenant à liquider les libertés d'opinion et de manifestation, parce que moi je veux bien qu'il y ait le coronavirus, enfin à un moment donné on se demande s'il n'a pas bon dos le coronavirus. Ça tombe bien, parce que comme il doit y avoir des manifestations pour faire retirer le projet de retraite, si les manifestations de plus de 1000, je crois, c'est ce qui a été annoncé hier, sont interdites, ça voudra dire que les citoyens seront interdits de manifester pour faire retirer ce projet destructeur. Et pour faire ça, eh bien, il faut remettre en question non seulement les droits sociaux, mais le cadre dans lequel ces droits sociaux ont été conquis. C'est-à-dire le cadre républicain. Parce qu'il faut quand même se souvenir d'une chose, on vit sous la 5e République. Et la 5e République, c'est un terme abusif. Non pas à cause du 5, parce qu'effectivement il y en a eu 5, mais à cause du terme République. République, ça veut dire, res publica en latin, ça veut dire chose publique. En réalité, avec le pouvoir qu'on a à l'heure actuelle, il veut transformer ça en chose privée. Que tout soit privé. C'est normal, ils représentent les banquiers. Donc les banquiers, ça les intéresse que tout soit privé. De plus, c'est un régime personnel. Ce n'est pas un régime parlementaire. D'ailleurs, vous avez vu comment donner un nom à ça? La discussion parlementaire sur la question des retraites. Paf, 49 terres. Mais le 49 terres, il existe depuis 1958. Il y en a qui font mine d'être surpris là.
C'est De Gaulle qui l'a institué avec la Constitution de 1958. Mais De Gaulle, vous savez qui c'était à l'époque? Bon, moi, quand même, je ne suis pas assez vieux, heureusement, pour avoir connu cette période. Enfin, la période d'accession de Gaulle au pouvoir. M'a fait à l'époque, dans les documents que j'ai lus, tous les partis qui se réclamaient de la classe ouvrière et de la démocratie condamnaient soit le pouvoir personnel, soit le coup d'État permanent, ça c'est Mitterrand, hein, vous vous en souvenez. Mais enfin, tous les gouvernements qui se sont succédés après, il n'y en a aucun qui a abrogé le 49 terre, de droite ou de gauche. Et effectivement, le 49 terre c'est grave parce que c'est un passage en force sur une mesure qui dresse contre elle la majorité de la population, et ça personne ne peut le contester sérieusement. Et c'est pour ça qu'il faut continuer pour aller jusqu'au bout de ça, parce que c'est ça le mandat que Macron a pris auprès des capitalistes et des banquiers et auprès des institutions européennes. Et il faut liquider ce qui reste d'institutions européennes, républicaines, pardon. Et donc il faut s'en prendre aux communes. Alors, pour préparer cette réunion, je me suis penché sur des documents, et j'ai vu, d'ailleurs je me suis dit, je me demandais comment j'allais faire, l'avalanche de mesures qui ont été prises contre les communes depuis l'instauration de la Ve République. Alors je vais vous en livrer quelques-unes. Ça commence en 59. Ordonnance 59-30 de 59, création des districts urbains qui commencent déjà les transferts obligatoires des compétences des communes. Déjà. Loi du 31 décembre 1966, Roger Frey. Première tentative de regroupement forcé des communes. 66. Loi du 10 juillet 1970, agglomération, les premières agglomérations. Loi du 16 juillet 1971, loi Marcellin, pour réduire le nombre de communes par voie autoritaire, ça n'a pas marché. D'ailleurs, en 1969, il y a eu les lois de décentralisation de 1900... Non, pardon, avant, il y a eu le référendum de 1969 de Gaulle sur la régionalisation, c'est-à-dire en fait d'empiéter sur les prérogatives des départements et des communes pour faire des régions le véritable centre de pouvoir local. Fort heureusement, il a été banané, donc il s'est barré. Et donc du coup, ça a un peu calmé le jeu. Il a fallu attendre 1982 quand même, la loi Defferre, qui, elle, a mis en place les régions comme collectivités locales de plein exercice. Ensuite, ça a continué, l'avalanche a continué. La loi Joxe-Marchand du 6 février 1992, qui continue sur la question du regroupement des communes. C'est cette loi qui institue les commissions départementales de la coopération intercommunale, qui existent encore aujourd'hui. Ensuite, la loi Pasqua du 4 février 1995, qui institue le pays et qui prévoit la création des 7 grandes régions. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il y en a 12 ou 13. Ensuite, il y a eu les lois Chevènement et Voynet en juin et juillet 1999. Alors, ça c'est très important cette loi, mais bon, je citerai simplement ce qu'en dit le rapport qu'en a fait Pierre Mauroy en 2000. Voilà ce que dit Pierre Mauroy dans son rapport. Pour défendre ça, évidemment. Hein. D'ici 10 à 15 ans, on est en 2000, la France, composée à l'origine des 36 000 communes, pourrait être organisée autour de 3500 communautés de communes, 130 communautés d'agglomération et 20 communautés urbaines. Ben, on y est, hein. On y est, là. Ça, c'était le rapport de Pierre Mauroy en 2000, en pleine continuité avec tout ce qui a précédé, et qui se continue aujourd'hui, notamment, alors je ne vais pas les citer toutes, mais enfin les dernières en date, mais après. C'est les lois MAPAM et Notré qui continuent le massacre des communes, notamment en modifiant la carte intercommunale, en limitant le nombre des PCI, ce qui d'ailleurs remet à ce que je disais tout à l'heure. On avait une directrice qui n'était pas très agréable, mais elle avait un avantage, c'est qu'elle ne pratiquait pas trop la langue de bois, c'est-à-dire qu'elle disait ce qui était. Elle nous dit, vous savez, au bout du bout, il faut que les implantations des finances publiques correspondent à la réforme territoriale, c'est-à-dire aux implantations de PCI. Bon, on y arrive. Les 4 PCI dont je parlais tout à l'heure, on va y arriver. Alors, qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec
la fermeture de la trésorerie d'Air sur Adour. Eh bien, c'est une forme de privatisation d'impôts. Alors, vous allez me dire, d'ailleurs on me l'a dit à plusieurs reprises, attendez, privatiser l'impôt, ça c'est pas possible. Eh bien si. D'abord, on le privatise par la mise en place de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, parce que la collecte de l'impôt sur le revenu, depuis des temps immémoriaux, relevait des missions d'une administration publique, la Direction générale des finances publiques. Et bien maintenant, la collecte se fait par les employeurs. À terme, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ce que disent les fédérations des finances, hein. Toutes, hein. Même la CFDT, c'est pour vous dire. Hein. À terme, ça peut vouloir dire la fusion de l'impôt sur le revenu avec la CSG, ce qui va signifier que les cotisations sociales, il n'y en aura plus, que les ressources de la sécurité sociale, ce sera uniquement l'impôt, c'est-à-dire que la sécurité sociale sera totalement subordonnée et sous le contrôle du budget de l'État. Alors que la sécurité sociale, l'institution sécurité sociale, elle a été établie en 1945 précisément pour protéger les cotisations sociales des appétits du budget de l'État, ce qui fait que le budget de la sécurité sociale était totalement séparé du budget de l'État. Avec la fusion impôt sur le revenu CSG, terminée. Et donc l'État va pouvoir mettre la main sur la manne que constituait le budget de la sécurité sociale. D'ailleurs, si on en doute, c'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2019, qui dit ceci: le gouvernement souhaite simplifier de manière ambitieuse le regroupement des impôts et des cotisations sociales. Pour y parvenir, il est proposé de mener à son terme le mouvement d'unification du recouvrement de la sphère sociale autour des URSSAF, en même temps que seront développées des synergies et services communs entre la DGFiP et les URSSAF. Je rappelle que les URSSAF relèvent de la convention collective de la sécurité sociale, ce n'est pas une administration publique, et donc en même temps on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire on remet en cause la convention collective de la sécurité sociale et en même temps le statut général de la fonction publique. Deuxièmement, il n'y a plus d'accueil de services publics, il n'y a plus que MFS, les fesses comme disaient les collègues. Que dit Macron à ce sujet? Je veux qu'on mette en place cette maison qui s'appellerait France Service, et non pas France Service Public, hein, où dans chaque canton on pourrait avoir un lieu où serait regroupé l'accueil pour le public des services de l'État, mais on propose aux collectivités locales d'y être aussi présentes, et à tous les opérateurs, c'est-à-dire y compris des opérateurs privés. Donc ça veut dire qu'on est en train de privatiser le service public, et qu'on est en train, en même temps, de proposer un service au rabais, ce qui a été dénoncé, comme on l'a dit dans différents tracts, et la pétition qui a été soumise à l'approbation de la population d'Air sur Adour, qui a été signée par 300 citoyens, c'est-à-dire un service, même pas un service public au rabais, un service au rabais, pas public. Et ça participe de la démolition en règle de l'administration fiscale. Je voudrais conclure, il y a aussi autre chose, et qui concerne directement les communes. C'est la suppression de la taxe d'habitation. Alors la suppression de la taxe d'habitation, on se dit, putain, ça c'est chouette, hein, parce que la taxe d'habitation, quand même, c'est cher. C'est vrai. En plus, elle est mal calculée et mal répartie. Et depuis des années, les syndicats des finances publiques réclament une nouvelle révision des valeurs locatives qui sert de base au calcul des impôts locaux. Des années. Ça n'a jamais été fait, parce que les pouvoirs publics n'ont jamais répondu à ça. Donc ce qui fait que la taxe d'habitation, elle est mal foutue, elle est mal calculée, et elle est mal répartie. Mais on pouvait parfaitement promulguer une loi de révision générale des valeurs locatives, pas comme elle se fait maintenant, parce que maintenant ça va être les valeurs de marché. Donc je ne vous dis pas les propriétaires, vu qu'il n'y aura plus de taxe d'habitation, il faudra même trouver le pognon quelque part quand même. Il ne faut pas rêver, non. Ou alors il n'y a plus de services, puisqu'il n'y a plus de pognon pour les financer, ou alors il faudra chercher l'argent autre part. Je peux vous dire qu'en matière de taxes foncières, ça va bondir, hein. Ou alors ça va fermer partout. Et enfin, la question de la prise en compte, parce que c'était ça aussi une des missions de l'administration fiscale, de l'aide à la comptabilité des communes. Bon, ça aussi, ça gicle, hein. Alors comment ils vont faire? Là, apparemment,
provisoirement, il va y avoir, à ma connaissance, 2 services départementaux, l'un à Saint-Sevé et l'autre à Morsex. Évidemment, le nombre de personnel qui sera dévolu à ça aura considérablement diminué, parce qu'au passage, ça dégage. Ben forcément, il faut supprimer 50 000 emplois dans la fonction publique, donc il faut bien les trouver quelque part. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il modifie le statut de la fonction publique, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils vont faire ça d'abord, et après on va transformer les trésoreries municipales en agences comptables. C'est quoi une agence comptable? Eh bien, nos collègues de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, ont eu ça. Et une agence comptable, c'est organisé par la collectivité locale. Autrement dit, c'est l'organisme que normalement on doit contrôler qui va contrôler lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, on dirait, mais bon. Il y a quand même un problème. Parce que d'une part, la trésorerie, elle est composée d'agents de l'État, c'est-à-dire d'agents des finances publiques. Donc ça veut dire que les agents en question de la trésorerie qui serait transformée en agence comptable devraient être transférés à la territoriale. Et la loi indique bien que sans garantie de retour dans l'ancien corps. Sans garantie de retour dans l'ancien corps. Ce à quoi d'ailleurs un collègue a fait remarquer à juste titre, j'ai passé un concours pour devenir fonctionnaire d'État, aujourd'hui on me dit que je dois devenir agent territorial. Mais il y a aussi un autre problème. Parce que si la collectivité locale, elle devient en fait juge et partie, puisque c'est la collectivité locale qui est responsable de l'agence comptable. Donc là, au passage, on détruit un principe fondamental des finances publiques en France, qui est ce qu'on appelle la séparation de l'ordonnateur et du comptable, c'est-à-dire la distinction entre celui qui décide et celui qui contrôle la légalité de la dépense. Puisque jusqu'à présent, c'était les percepteurs qui étaient chargés de contrôler la légalité des dépenses des collectivités locales. Ça, terminé. Donc, ma conclusion sera la suivante. Ça fait des années que la Ve République, sous tous les gouvernements, s'efforce de liquider les communes. C'est pratiquement chose faite, hein, soyons clairs. Hein. C'est pour ça que la liste, j'ai vu qu'elle ne fait pas de promesses. Elle a raison. Avec quoi vous allez payer les promesses, puisque de toute façon l'État réduit de plus en plus la part dévolue aux communes. Donc ce seraient des promesses de Normand, hein, comme on dit. Hein. Vas-y donc, hein, les promesses, comme disait Pasqua, elles ne valent que pour ceux qui y croient. Hein. Donc on n'en est plus là. Hein. Les communes, c'est quasiment devenu des communes vides. Hein. Tout est décidé dans les communautés d'agglomération, dans les communautés de communes, et bientôt, de plus en plus, dans les régions. D'ailleurs, on se demande. D'ailleurs, l'étape suivante, puisque maintenant, vous avez remarqué que depuis le scrutin précédent, les conseillers communautaires sont élus en même temps, là, hein, au suffrage universel. Donc, vous savez, l'étape suivante, c'est d'élire toutes les communautés de communes au suffrage universel. Les communes, c'est terminé, elles n'ont plus aucune légitimité démocratique. Hein, parce que la seule légitimité qu'ont les communes, c'est de pouvoir déléguer des gens aux communautés de communes. Bon, je ne viens pas sur le fait que ce soit des regroupements forcés, ça, j'ai pas le temps, mais je crois qu'il y a un acharnement de tous les gouvernements de la Ve République à liquider la commune. Et je crois que ça... Oui, je termine. Hein. Moi, je crois, j'interviens aussi au nom du Parti ouvrier indépendant démocratique. La camarade a soulevé le problème des institutions de la Ve République tout à l'heure, elle a raison. Moi, je crois qu'on ne peut rien faire avec ces institutions. On ne peut pas attendre 2022 que Macron ait tout détruit. On ne peut rien faire avec ces institutions parce que ces institutions, c'est un monarque sans couronne. Donc, ce n'est pas des institutions démocratiques, ce n'est pas des institutions républicaines. Et donc, il faut les virer avec son 49 terres, son Parlement croupion et tout ça. Je pense d'autre part, je n'ai pas eu assez de temps pour y insister, mais toutes les réformes territoriales et toutes les réformes de décentralisation ont été prises en accord et sur la recommandation des institutions européennes. Donc ça veut dire que cette stratégie dont je parlais tout à l'heure, ils ont des états-majors pour l'appliquer. Ils ont l'Élysée, bien sûr, ils ont Bruxelles. Hein. Nous, en face, on n'en a pas d'état-major. C'est pour ça qu'il faut un parti ouvrier. C'est pour ça qu'il faut un parti ouvrier, pour centraliser toutes ces informations.
pour donner comment dire, tous ces éléments à la population laborieuse pour qu'elle puisse se battre. Et je crois qu'un parti ouvrier digne de ce nom, il ne peut pas rester non plus ligoté dans l'Union européenne, qui coordonne la politique ouvrière de tous les gouvernements européens. Et c'est pour ça que nous avons une position de principe, la rupture avec la Ve République à l'Union européenne, et la convocation d'une assemblée constituante souveraine, uniquement liée par le mandat du peuple, qui pourra prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la population. Je vous remercie. Merci Luc. Bon, je n'ai pas besoin de micro. J'ai travaillé toute la journée. Je ne suis pas rentré chez moi. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas tarder à lancer le cas parce que j'ai pas le temps. Je voudrais savoir quand est-ce que vous allez décrire votre projet pour la municipalité. Ce que vous dites est très intéressant, mais j'ai assisté aux 3 réunions publiques précédentes. Et là, je serais curieux de connaître votre projet, au-delà des généralités que vous exposez. Merci beaucoup. Merci. Ce ne sont pas que des généralités. C'est dans le cadre dans lequel on se bagarre. Alors pour aller vite, vu l'heure tardive, et permettre qu'on puisse boire un verre entre nous, je vais prendre la profession de foi telle qu'on vous allez la recevoir dans votre boîte aux lettres. Le retour à la libre administration des communes, on l'a déjà dit. L'arrêt de l'augmentation de la fiscalité locale en compensation des pertes de dotation, on l'a déjà dit. La revitalisation du centre-ville par l'aide à l'installation de commerces de proximité en travaillant pour baisser les loyers commerciaux et par l'aide à la réhabilitation des logements existants. Ça, je viens de le dire. La défense des services publics de proximité, on l'a dit. Le soutien aux personnes en difficulté, on en a parlé. La création d'une complémentaire santé municipale. C'est une nécessité pour la population à faible revenu, population laborieuse. Une première étude a été faite avec un groupe d'assurance qui, en fonction de 200 de personnes recensées dans la commune, permet de faire baisser la cotisation mensuelle de 25 à 30%. C'est très intéressant du point de vue financier, ça n'est qu'un groupement et ça ne coûte rien à une commune. Le renforcement des moyens personnels de l'EHPAD, on en a parlé. Le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles, on en a parlé. La réhabilitation de la halle au grain comme salle multiculturelle, avec l'installation prévue de panneaux amovibles, concerts, expositions, etc. Ça a été une demande dans les quelques réunions qu'on a faites pendant tout l'été. Donc on l'a rajouté sur la profession de foi comme programme. Le maintien de l'offre de soins AR sur l'Adour et environ, on en a parlé aussi. Là, je n'ai mis qu'un résumé des discussions qu'on a eues depuis le mois d'avril de l'an passé. L'HLM, on l'a dit tout à l'heure. Les transports gratuits à l'intérieur de la ville. L'amélioration de l'éclairage public. C'est vrai, j'avais oublié. Est-ce que ça répond à votre question? En partie. Bon. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Je pense qu'on peut débattre entre nous. Et s'il n'y a pas de questions, je vous invite à prendre un verre avec nous, puis on pourra discuter en privé, à l'intérieur de la salle. Vas-y. Qu'est-ce que vous pensez de la situation physique, donc économique du pont de Pierre? Alors j'en ai entendu parler cet été, étant par ailleurs menuisier et ébéniste. Le pont de Pierre est sur une base en bois. Le bois de pin ou de chêne reste sous l'eau entre 500 et 800 ans. Donc il n'y a absolument aucun péril dans ce domaine. Les gens qui ont fait courir le bruit, comme quoi dans la sécheresse de cet été le pont allait s'effondrer, sont des mythomanes. Non, c'est pas ça, c'est des gens d'Amérique qui m'ont dit qu'il y avait eu des caméras pour voir qui se fissurait à cause des troncs d'arbres, la noue a dû charrier. Oui, mais ça c'est... Ça a tapé oui. Là, s'il y a ce genre de problème, une expertise sera faite par les services techniques compétents. Ça pose aucun problème. Je pensais que tu parlais de la rumeur qui avait eu lieu cet été sur les... Non, voilà. S'il faut faire une expertise, elle sera faite. De toute façon, avec les accidents qu'il y a eu en Italie, et je ne sais plus dans le... il y a eu
par les services de l'État, des expertises qui sont en route. À côté de Toulouse aussi. Là aussi, ça pose, on revient toujours à la même chose, la question de la disparition des services publics d'État et leur privatisation pour que les infrastructures du pays tombent en ruine et personne ne les regarde. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous invite à venir prendre un verre, comme ça on pourra discuter entre nous, en toute amitié.